On va donc parler de ce scandale, du scandale des OTI et des différents autres. Mais on nous avait vendu Macron comme un petit Mozart de la finance, un génie financier. Mais là, on s'aperçoit que, à part creuser la dette et faire des bourdes terribles, il n'a pas fait grand-chose. C'est même à se demander s'il ne fait pas exprès. Donc, je vous laisse parler de ce scandale des emprunts d'État. Déjà, comment la France emprunte et pourquoi il y a quelque chose de très étrange dans la façon dont on a procédé en France cette dernière année. Alors effectivement, on nous avait vendu le Mozart de la finance. Il s'avère que c'est plutôt le Beethoven de la dette quand on regarde les faits. Déjà, il faut savoir qu'avant même, et si on met de côté juste un court instant l'affaire des emprunts indexés sur l'inflation, Emmanuel Macron, c'est quand même 600 milliards de dettes en plus sur son premier quinquennat. C'est absolument énorme. Et vous parliez tout à l'heure, et à juste titre, du coût en fait de l'emprunt, ou du moins de la somme que l'État va emprunter chaque année, les 260 milliards d'euros. Il y a un autre ordre de grandeur qui peut plus parler aux Français, parce que vous parliez des dépenses, on peut aussi parler des recettes, puisque les recettes sont les Français qui les payent. Et c'est environ 3 fois le montant des recettes annuelles de l'impôt sur le revenu, donc que vous payez, vous et moi. Donc ça, c'est aussi un indicateur à avoir en tête. La problématique et en fait le scandale énorme des emprunts indexés sur l'inflation, déjà, il faut savoir que c'est un outil qui est relativement récent à l'échelle de l'histoire de la France, parce qu'avant, on empruntait à chaque fois à taux fixe. D'ailleurs, c'est la même chose, vous et moi, quand vous avez le choix pour acheter un appartement ou une maison, généralement, vous vous dites, on va plutôt le faire à taux fixe, parce que c'est quand même difficile de se dire sur 10, 20 ou 25 ans quel va être le niveau d'inflation, et donc on se protège du risque d'inflation en empruntant à taux fixe. C'est aussi ce que faisait l'État et ce qu'a toujours fait l'État. Et à partir de 1998, c'était d'ailleurs gouvernement Jospin, ministre de l'économie Dominique Strauss-Kahn, on a commencé à émettre des emprunts indexés sur l'inflation. Alors, certains vont me dire, bah, écoutez, finalement, c'est antérieur à Emmanuel Macron, c'est antérieur à Bruno Le Maire, je ne vois pas le scandale. Sauf que les conditions économiques à l'époque n'étaient pas du tout les mêmes. Vous aviez à l'époque vous partiez d'une inflation qui était plus élevée, de taux fixes qui étaient plus élevés. Donc finalement, la logique financière qu'il y avait derrière, c'est que vous aviez plutôt tendance à avoir un reflux de l'inflation, à un reflux des taux d'intérêt. C'est ce que vous attendiez, en tout cas à l'époque. Et d'ailleurs, de fait, utiliser ces outils, même si ça me paraît, quoi qu'il arrive, risqué et cavalier, parce que comme je vous l'ai dit, c'est difficile de prévoir sur 10, 15 ans quel va être le niveau, 20 ans, quel va être le niveau d'inflation. Il y a eu quelques petits gains à l'époque du fait de l'utilisation de ces outils. Mais le problème, et ça ne date pas finalement que de cette année, vous savez qu'il y a eu de multiples crises de l'euro et qu'on a fait tourner la planche à billets. Il y avait la crise de l'euro, ça date début des années 2010, mais surtout, c'est à partir de 2015 où la BCE, en fait, a fait tourner la planche à billets, a sorti le bazooka monétaire. Et là, c'est absolument énorme, parce que le bilan de la BCE, c'est quelque part, c'est là-dessus, c'est grâce à ça que vous pouvez voir la création monétaire. Le bilan de la BCE a fait du x4. On a quadruplé en fait le bilan de la BCE. C'est absolument énorme, et surtout, la BCE a fait bien plus en fait que les autres grandes régions du monde. Si vous prenez à l'heure actuelle le bilan de la BCE, il représente 83% du PIB de la zone euro, quand le bilan de la Réserve fédérale américaine ou le bilan de la Banque d'Angleterre lui représente environ 40% du PIB de ces économies. Donc on voit que la BCE est allée encore plus loin. Et pourquoi elle est allée plus loin? Elle l'a fait pour sauver l'euro, et c'est ce qu'elle a fait. En fait, elle a acheté notamment les obligations d'État pour éviter le spread, les écarts de taux d'emprunt entre les différents États. Et ce n'est pas le cas du Royaume-Uni, ce n'est pas le cas des États-Unis, donc ils ont dû aller encore plus loin, encore plus fort. Et on paie à l'heure actuelle le prix de cette inflation. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que depuis 2015, et c'était d'ailleurs dans ce communiqué du 22 janvier, la BCE expliquait qu'elle sortait le bazooka monétaire justement pour reproduire de l'inflation. Et donc là, normalement, tout esprit normalement constitué, ça doit lui faire une alerte. On a à l'heure actuelle, c'est ce qui devait se dire en 2015, on a des emprunts indexés sur l'inflation. Étant donné que la BCE fait une action pour relancer l'inflation,
il serait peut-être intelligent d'arrêter d'émettre ces emprunts indexés sur l'inflation. Or, ils n'ont pas arrêté et ils ont continué. Et c'est là où, en fait, ça constitue un scandale par rapport à 1998 et par rapport à ce qui se faisait avant, c'est qu'en réalité, on a continué à le faire pour des pertes qui étaient assurées, parce qu'on savait que l'inflation allait remonter. C'est d'autant plus vrai d'ailleurs sur les années 2019-2020, où l'État, je le rappelle, à taux fixe, empruntait à taux nul, voire à taux négatif. C'est-à-dire que vous n'aviez absolument aucun risque. Il fallait être un incompétent complet, notoire en finance pour se dire, bah, écoutez, plutôt que d'emprunter un taux fixe à bas coût, je vais prendre le risque d'utiliser les emprunts indexés sur l'inflation alors même que l'inflation va revenir. Donc c'est en ça que ça constitue un scandale. Et Emmanuel Macron, là-dessus, est complètement responsable parce qu'il cherche à se dédouaner. Emmanuel Macron, je rappelle qu'il est rentré, avant d'être président de la République, il est rentré à Bercy en 2014. Quand vous prenez l'encours actuel des emprunts indexés sur l'inflation, c'est les derniers chiffres de l'agence France Trésor sont à fin septembre sur le rapport d'octobre 2022. 72% de la valeur nominale de l'encours de dette a été émis depuis qu'Emmanuel Macron est passé à Bercy et depuis qu'il est président de la République, c'est plus de 50%. Donc sa responsabilité est absolument écrasante parce qu'ils ont continué à émettre de nouvelles obligations, ils ont fait rouler même les anciennes. Et donc, quel est l'impact là-dessus? L'impact, en réalité, il se mesure et on a le coût dès cette année, parce que en fait, vous payez cette indexation sur l'inflation, en fait, vous le payez chaque année. Et ça a déjà été évalué, notamment par un article des Échos, qui explique que sur la seule année 2022, l'utilisation, le recours à ces outils va nous coûter 15 milliards d'euros. Ah Mais oui. le problème, c'est que ça va être bien plus que ça. Parce que les 15 milliards d'euros sont basés sur une hypothèse d'inflation de 6%. En France, on est déjà au-delà de 6%. Mais le problème aussi qu'il y a là-dedans, c'est qu'il y a deux types d'emprunts indexés sur l'inflation. Vous avez les OATI, sont les emprunts indexés sur l'inflation de la France, mais vous avez les OATEI, qui sont les emprunts indexés sur l'inflation en zone euro. Or, l'inflation en zone euro est bien supérieure à l'inflation française, c'est 10,7% en zone euro quand vous êtes à un peu plus de 6% en France. En réalité, même vous êtes au-delà de 7 quand vous prenez les statistiques d'Eurostat, parce qu'à chaque fois, l'INSEE sous-valorise l'inflation par rapport à l'inflation harmonisée d'Eurostat. Mais toujours Donc ça est-il veut que... dire qu'on a des, Oui. pardon, ça veut dire qu'on a des emprunts en fait actuellement qui coûtent à l'État français 7% ou 6,5%, voire des emprunts qui lui coûtent du 10% par an. Oui, 10,7. Et Et attention, il y a les pourquoi? deux tiers. Les deux tiers sont des emprunts indexés sur l'inflation en zone euro, qui est bien supérieure. D'accord, donc la plupart, oui, la plupart c'est zone euro, donc 10, entre 10,7. 10 et 11%. Et alors, vous parliez de 15 milliards, j'aime bien toujours donner aux gens des ordres de grandeur. Le budget de la justice en France, c'est 10 milliards. Hein, donc, on a le budget, on dépense 10 milliards pour la justice et 15 milliards pour rembourser des emprunts indexés sur l'inflation. Donc, c'est complètement. Mais C'est et là où incroyable. c'est complètement Mais dingue, vous avez raison. et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que la logique, comme vous le disiez, en 2015, quand la Banque centrale dit mon but c'est de relancer l'inflation, la logique en principe de l'État, ça devrait être de dire bah, toutes nos obligations indexées sur l'inflation, on les rachète, on les rachète en émettant des obligations à taux fixe à 0%. Quoi. Parce que le taux fixe à l'époque c'est 0%. Bon, j'émets, je ne sais pas, 100 milliards d'obligations à taux fixe à 0% et je rachète 100 milliards d'obligations à taux variable. Pourquoi? Il y a une raison pour qu'on n'ait pas fait ça ou c'est Alors, de toute façon, vous avez raison, c'est du bon sens. Mais non seulement ils n'ont pas, évidemment, le bon sens, c'était de le racheter et, et évidemment d'emprunter à taux fixe à la place, ou alors même le moindre mal eût été d'arrêter d'en émettre de nouveaux. Or, ils ont oui, continué à en émettre de nouveaux, donc c'est encore pire que ça. Et ils ont même fait encore pire, je crois que c'était en avril ou mai 2022. Alors là, l'inflation était déjà là. Je veux dire, personne ne pouvait se mettre des œillères, même s'ils le font très souvent, parce que d'après Bruno Le Maire, ça fait 6 mois ou un an qu'on est au pic d'inflation.
Ça continue d'augmenter. Mais bref, quand on regarde, ils ont émis pour la première fois à cette période-là, en 2022, alors qu'il y avait inflation, une obligation verte indexée sur l'inflation. Donc c'est complètement lunaire. Il y a deux hypothèses, en fait. Quand vous prenez les faits, vous saviez que vous avez une perte assurée, vous l'avez fait quand même. Soit vous êtes en face de gens qui sont complètement incompétents. Venant de Bruno Le Maire, on peut avoir des doutes, mais il n'est pas seul à décider. Normalement, on est censé avoir des gens qui sont compétents à l'agence France Trésor. Donc, il y a un problème. Et donc, sinon, soit il y a conflit d'intérêts, il y a collusion avec les banques, ou d'ailleurs, soit les deux. Mais parce qu'évidemment, qui est bénéficiaire de cela? Ce sont les banques qui se protègent en achetant justement ces obligations d'État qui sont indexées sur l'inflation. Et ce qui est d'ailleurs assez amusant, parce que j'en ai parlé, moi j'ai transmis le dossier à des députés, et il y en a certains qui ont interpellé Bruno Le Maire, notamment lors des commissions finances. Il y a Jean-Philippe Tanguy, il y a Kevin Mauvieux, il y a Philippe Brun qui l'ont fait. Même Nicolas Dupont-Aignan aussi a posé une question à l'Assemblée. Et Bruno Le Maire, lui, qu'est-ce qu'il répond? Alors déjà, il répond l'astuce classique. Écoutez, c'est antérieur à nous, sauf que j'ai expliqué que la situation économique n'est pas du tout la même, sinon c'est complètement stupide. C'est comme si vous étiez à un marché action et vous disiez bah, je vais tout le temps faire la même chose. Et non, il y a des conditions économiques qui font que vous allez acheter telle ou telle action, vous ne faites pas tout le temps la même chose et vous adaptez normalement vos actions avec la situation économique du moment. Donc ça ne tient pas la route. Il explique aussi que, en gros, voilà, on n'est pas le seul pays à le faire. Donc ça, c'est aussi une justification qui est complètement stupide. C'est-à-dire que si les autres font des bêtises, on doit faire des bêtises aussi. Ce n'est pas une justification en soi. Et la troisième justification qu'il a donnée, qui peut laisser en fait entendre ou penser qu'il y aurait conflit d'intérêts, c'est qu'il disait que c'est au début, il a dit deux choses. Il a dit c'est pour assurer la rentabilité des épargnants. Et là, on peut se dire quand même, il pense à l'épargnant français. Sauf que d'une part, c'est pas le rôle de l'État d'assurer la rentabilité des épargnants. Normalement, le rôle de l'État, justement, c'est plutôt de protéger les contribuables. Alors, qui va payer là-dessus? Ce sont les contribuables. Et surtout, c'est complètement fallacieux parce que les fonds, notamment, qui achètent ces emprunts d'excession d'inflation, ils ne sont pas du tout 100% basés en France. Donc, ça n'a absolument aucun argumentaire. Et il a dit, ce qui est beaucoup moins acceptable, mais il a quand même lâché le mot, c'est pour assurer la rentabilité des banques et des assurances. Là aussi, énorme scandale qui peut laisser penser qu'il y a collusion, mais surtout, c'est pareil, ce n'est pas le rôle de l'État d'assurer la rentabilité des banques et des assurances. Le rôle de l'État, normalement, c'est de dépenser au mieux les deniers publics et c'est aussi de protéger les contribuables. On sait que c'est peut-être pas la norme en ce moment, il suffit de voir à Paris avec Anne Hidalgo, mais quand on regarde normalement le rôle qui doit être celui de responsable politique, c'est de protéger évidemment le contribuable et pas de dépenser n'importe comment l'argent public. D'ailleurs, je rappelle que l'une des grandes avancées de la Révolution française, c'était le contrôle notamment par le peuple du budget pour arrêter de faire n'importe quoi. Et là, on est dans quelque chose qui est complètement inverse à cela et les arguments de Bruno Le Maire vraiment ne tiennent pas la route. Et il y a un autre argument d'ailleurs, quand vous savez que j'ai saisi la Cour des comptes et le président de la Cour des comptes, c'est monsieur Pierre Moscovici. Et Pierre Moscovici, il a aussi été auditionné par la Commission des finances, de même que monsieur Geroid Gallo, qui est le président de la Banque de France. Le président de la Banque de France, lui, il a dit quelque chose qui est quand même assez lunaire. On sent que le sujet les gêne. La Banque de France, il faut savoir que dans le cadre de ces assouplissements quantitatifs, les QE détient 25% de la dette publique française. Et lui, quand on l'a questionné là-dessus, sur les OATI, il a dit oh, vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste de la dette publique française. Alors qu'il en détient 25%. Donc, c'est complètement lunaire. On sent qu'il est mal à l'aise là-dessus. Peut-être qu'il ne veut pas charger les politiques. Peut-être aussi qu'il sait très bien que ça bénéficie aux banques, donc il ne veut pas mettre la lumière là-dessus, mais il a complètement botté en touche de manière absolument ahurissante. Et Pierre Moscovici lui a donné un autre argumentaire tout aussi ridicule que celui de Bruno Le Maire. Il a expliqué, vous savez, l'avantage des emprunts indexés sur l'inflation, c'est que ça a une dimension contracyclique. L'air de dire, oui, là peut-être qu'on paye plus cher, mais regardez, ça nous a rapporté avant. Mais c'est complètement stupide parce que vous aviez l'occasion, au contraire, de vous désendetter. En fait, d'avoir des emprunts indexés sur l'inflation pendant une période d'inflation, logiquement, la dette d'État diminue.
elle diminue parce que vous avez le PIB en valeur nominale, pas en valeur réelle, mais en valeur nominale, qui augmente et mécaniquement, ça vous baisse normalement votre ratio dette publique sur PIB. Mais là, en indexant justement votre dette sur l'inflation, en fait, ça annule absolument tout le gain. Ça annule aussi le gain que vous avez, notamment de la TVA au niveau de l'inflation et des recettes. Vous l'annulez en partie à cause de ça. Donc, c'est là encore un argument qui est complètement stupide et on voit qu'ils n'ont réellement aucun argument à donner pour justifier le recours depuis 2015 à ces emprunts indexés sur l'inflation. Oui, ou alors ils n'osent pas donner l'argument, parce que je suis d'accord avec vous, c'est pas des imbéciles. Individuellement, on peut se poser la question parfois, mais l'agence France Trésor, donc qui place la dette française, elle fait ça depuis des années, des dizaines d'années, et elle est reconnue comme étant très très douée. C'est un tout petit groupe de personnes, mais qui est très doué pour vendre la dette française. Donc ils connaissent très très bien leur boulot. Donc ils ont certainement alerté le gouvernement là-dessus, et le gouvernement l'a fait. Et parmi tout ce que vous avez cité comme possibilité, comme argument qu'a donné le gouvernement, moi, le seul qui me semble juste, c'est de vouloir sauver les banques, entre guillemets. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est-à-dire que on a obligé les banques à acheter de l'obligation d'État, en leur disant les nouvelles normes, Bâle 4, je crois, vous devez avoir tant d'obligations d'État dans votre portefeuille, etc. Bon. Et puis, une fois qu'on les a obligés à acheter les obligations d'État, on leur a dit, bon, ben maintenant, les obligations d'État, c'est taux zéro. Ah bah oui, mais c'est tout droit à la faillite si les taux remontent, quoi. Il n'y a rien à faire. Mais vous ne pouvez pas nous obliger à acheter les obligations et mettre un taux zéro, parce qu'on va droit à la faillite. Ce n'est pas possible de faire autrement. Donc, il pourrait y avoir une justification à dire, on a mis indexé à l'inflation pour éviter les faillites bancaires. Mais soit ils n'osent pas le dire, soit je me trompe et ce n'est pas vrai. Donc voilà, il y a peut-être aussi un côté, les banques sont nos amis, on est dans un petit monde très clos entre nous et laissez-nous faire notre business entre nous, quoi. Hein. Mais moi, c'est une justification que je serais prêt à entendre si c'était la vraie, de dire, mais en fait, le système qu'on a mis en place avec la BCE n'est pas du tout tenable par les banques. Le seul moyen, c'était d'indexer sur l'inflation. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais je suis étonné qu'ils osent. Voilà, je suis étonné qu'ils n'osent pas aller jusqu'au bout de leur réflexion. Alors, évidemment, comme les banques, c'est forcément méchant parce que c'est les banques et puis parce que Macron a bossé chez Rothschild. C'est une explication qui est peut-être dure à tenir pour un politique, mais moi, ça ne me semble pas totalement fou. Alors, pour moi, ça serait pas justifié de le faire, déjà parce que l'État n'a pas assuré la rentabilité des banques d'assurance, et surtout, ce que je déplore, moi, je pense que la politique du taux zéro était une absurdité économique, mais il ne faut pas oublier que ces banques sont des banques universelles, et donc elles font aussi du marché. Or, ces banques-là, elles ont beaucoup bénéficié par ailleurs, malgré qu'elles ont souffert du taux zéro, c'est vrai pour une partie de leur activité, elles ont beaucoup bénéficié du robinet monétaire de la BCE parce que ça a fait exploser les marchés des actifs, notamment les marchés actions, même d'ailleurs les marchés obligations en valeur ont explosé quand les taux ont baissé, une bulle obligataire, et aussi l'immobilier, ils détiennent aussi l'immobilier. Donc en fait, ils ont gagné beaucoup d'argent par ailleurs en face des taux zéro avec cette activité-là. Ce que je déplore, moi je pense que d'un point de vue économique et pour être sain, effectivement les taux zéro étaient une erreur. La Banque de France pouvait, sans passer par les banques commerciales, pour des projets d'investissement, je pense notamment au nucléaire, monétiser une partie de la dette directement, mais sans passer par les banques commerciales. On doit avoir un vrai taux de marché au niveau des banques commerciales, et surtout, ce qu'on doit faire, et ça peut être peut-être un lien avec la crise économique et financière dont on va peut-être parler, je pense que quelque chose qui aurait dû être fait après 2008 et même avant, ça aurait été justement de séparer ces grandes banques universelles et de séparer les activités de banques de dépôt et de banques d'affaires. Parce que là, le problème, c'est qu'on rentre dans un marché qui se retourne. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que si les banques sont amenées à faire faillite, on va encore être coincé et on va devoir sauver les banques. Alors que si les banques de dépôt, les activités de dépôt et d'affaires étaient séparées, une banque d'affaires qui a fait des investissements hasardeux, qui a pris beaucoup de risques, on peut la laisser faire faillite. Le problème, quand c'est une banque universelle,
on est obligé d'aller les sauver justement pour sauver les dépôts des épargnants. C'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques semaines au Royaume-Uni d'ailleurs. Et le problème là-dedans, c'est qu'il y a trois solutions en fait quand vous avez une crise financière et vous n'êtes pas, à mon avis, sans savoir que ça tangue du côté de la Deutsche Bank et de Crédit Suisse par exemple. S'il y a une crise financière comme ça, les trois solutions, c'est quoi? C'est de refaire le coup de 2008, c'est ce qu'on appelle le bail-in, ça serait que l'État sauve les banques. Le problème, c'est que vous connaissez maintenant les niveaux d'endettement des États qui sont infiniment supérieurs à ce que c'était en 2008. Je ne pense pas que les États pourront aller au secours des banques s'il y avait une crise financière. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le bail-in. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Chypre en 2013, c'est-à-dire que vous allez aller piquer sur les comptes des déposants pour recapitaliser les banques. Très difficile à faire à grande échelle et à faire dans une économie qui est déjà en crise. Je pense que vous amenez une révolte sociale énorme. Mais cela dit, il y a une directive européenne de 2015 qui permet de saisir comme ça les dépôts au-dessus de 100 000 euros. Donc c'est une possibilité, mais je me dis qu'ils vont quand même avoir du mal à le faire. Le seul moyen de déclencher une révolution, c'est de toucher à l'argent des gens. Toutes les révolutions sont liées à des mesures fiscales où on a pris de l'argent aux gens. Donc c'est des trucs très très dangereux, ça. À moins de vouloir finir avec la tête sur un pic, c'est vrai que c'est très compliqué. Ah oui. Et la troisième option, c'est celle, à mon avis, qu'ils vont faire, mais qui est vraiment une fuite en avant. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'a fait la Banque d'Angleterre à petite échelle, c'est de dire, écoutez, on va retourner le marché pour éviter qu'il y ait cette crise financière. Et donc, c'est de relancer la planche à billets. Mais s'ils font ça, c'est vraiment reculer pour mieux sauter, parce que si vous relancez à nouveau la planche à billets, là, vous êtes à un niveau d'inflation qui est très fort, vous allez rentrer en hyperinflation parce qu'on ne le dit jamais assez, l'inflation a commencé avant la guerre en Ukraine, l'inflation allait arriver quoi qu'il arrive. Évidemment que la guerre en Ukraine joue sur une partie avec les prix de l'énergie, de même que la reprise post-Covid avec un décalage à la marge demande-offre. Mais le gros de l'inflation, c'est de l'inflation dont je parlais tout à l'heure, de la création monétaire. Et la création monétaire, elle a été colossale en zone euro. Et s'ils utilisent pour contrer une crise financière cette troisième option, encore une fois, c'est vraiment reculer pour mieux sauter. Et là, je pense que, si vous connaissez, surtout qu'on sait très bien que dans une économie qui est largement ouverte comme la nôtre, faut pas se mentir, il n'y a pas, les hausses d'inflation ne suivent jamais le niveau de l'inflation. Donc toute hausse de l'inflation importante, c'est la paupérisation et c'est la perte de pouvoir d'achat. Les Français le vivent à l'heure actuelle parce qu'il y a une perte de pouvoir d'achat qui est sans précédent dans l'histoire récente de France et malheureusement, ça va s'aggraver parce que la BCE réagit de manière beaucoup plus timide, par exemple, que la Fed au niveau de la politique monétaire. Et donc, qu'est-ce qui est à parier? C'est que l'euro va continuer de se déprécier parce que vous avez pour la première fois de l'histoire récente la zone euro qui est en déficit parce que l'Allemagne est en déficit commercial. Donc, c'est un facteur qui normalement va aggraver la dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar. Et vous avez aussi un taux directeur de la BCE qui est inférieur à celui de la Réserve fédérale américaine. Donc tous ces indicateurs-là vont faire que l'euro, normalement, va se déprécier. Vous allez augmenter aussi l'inflation importée et l'inflation, normalement, va rester plus forte en zone euro qu'elle ne l'est ailleurs. Et c'est d'autant plus le cas en France. Soit dit en passant, vous avez le gouvernement qui n'arrête pas de se féliciter du fait qu'on a une inflation qui est moins forte que nos voisins. Sauf que c'est une inflation qui est moins forte que vous payez par la dette. Le bouclier énergétique, ça a un coût, la remise d'essence, ça a un coût. Et en plus, déjà, d'une part, vous augmentez la dette, et surtout, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand ces marchés-là vont se retourner, parce que vous rentrez en récession, on le voit, et quand il y a une récession, logiquement, la demande baisse, et donc vous avez une baisse de la demande sur les matières premières, vous allez avoir, et ça a déjà commencé, le pétrole qui va baisser, normalement, on devrait bénéficier de ça. Sauf que comme vous avez mis ces mesures-là, que vous allez enlever au fur et à mesure parce que c'est pas soutenable au niveau de la dette, vous allez avoir une inflation qui va être beaucoup plus diffuse et beaucoup plus longue en fait à un niveau élevé en France que dans les autres pays. Donc j'attends à ce moment-là la communication du gouvernement et de voir comment il va se vanter parce que malheureusement c'est une réalité et ça va se passer comme ça. Oui, mais bon, on a toujours ça avec le gouvernement, c'est-à-dire que quand on a une crise, on se félicite parce que nos amortisseurs sociaux font qu'on est moins dans la panade que les autres, et puis quand les autres décollent, nous on reste péniblement à pas décoller, quoi. On reste au tapis parce que pour les mêmes raisons, quoi, nos amortisseurs sociaux qui nous bloquent. Alors là, c'est pas les amortisseurs sociaux, c'est la dette et l'inflation, mais ça fonctionne exactement de la même façon. Donc voilà.